Salut à tous, c'est MrTech. Aujourd'hui, mon but est qu'en une vidéo, vous puissiez comprendre le jargon des processeurs et être capable de choisir le meilleur processeur parmi la masse en fonction de votre budget et de votre utilisation. En effet, si vous souhaitez lancer LibreOffice une ou deux fois par mois, vous n'allez pas vous orienter vers le même processeur que si vous souhaitez streamer 2 heures par jour. Et même si vous ne comprenez pas encore ça, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, on va tout reprendre et on va balayer le sujet de A à Z. Cette vidéo est le premier épisode d'une série que je vais faire pour vous aider à choisir tous les composants d'un ordinateur que l'on veut monter soi-même. Je vous affiche la série en haut à droite pour que vous puissiez y accéder et voir aussi comment choisir les autres composants. L'introduction est terminée, alors dans un premier temps, je vais vous expliquer à quoi sert le processeur dans un ordinateur. Ensuite, je vais vous expliquer quels sont les points clés qu'il faut regarder pour comparer et acheter un processeur. Je vous apprendrai aussi à déchiffrer le nom des processeurs pour que vous puissiez savoir lire leur jargon. Et pour terminer, je vous donnerai des exemples en analysant et en comparant différents processeurs pour que vous puissiez comprendre du mieux possible. En parlant de compréhension, il est possible qu'il y ait des choses que vous ne compreniez pas bien dans mes explications, c'est tout à fait normal, on n'a pas tous la même vision des choses. Si c'est le cas, je vous invite à m'écrire en commentaire, j'essaierai de répondre à tout le monde, il n'y a vraiment aucun problème, et en général quand je vous explique différemment, ça passe sans souci. Maintenant, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, roulement de tambour, la grande question, à quoi sert un processeur dans un ordinateur? Le processeur, aussi appelé CPU pour Central Processing Unit, est en fait le cerveau de notre ordinateur. C'est lui qui va effectuer toutes les instructions et calculs demandés par les différents programmes informatiques. Très souvent, lorsque l'on souhaite choisir et acheter les composants de son ordinateur, on choisit le processeur en premier et ensuite on choisira une carte mère adaptée à celui-là, car le processeur est branché sur cette dernière. Il faut faire très attention à la compatibilité entre les deux éléments, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet, je vous la ferai apparaître en haut à droite quand elle sera sortie. Dans le monde des CPU, il existe deux grandes marques concurrentes qui sont AMD et Intel. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces noms-là. AMD est connu pour être un bon rapport qualité-prix et Intel c'est plus le gage de qualité à un prix un petit peu plus élevé. Même s'il y a des compatibilités, en général les générations de processeurs vont avec les mêmes générations de cartes mères. Plus on choisit un processeur puissant, plus la carte graphique devra être puissante pour ne pas risquer de gâcher l'un des deux composants. Cet effet-là s'appelle l'effet bottleneck, il faut s'imaginer que les deux marchent en duo, donc il ne faut pas un gros décalage entre ces deux-là. Ce serait comme mettre un moteur de Formule 1 sur une tondeuse, ça peut poser souci. Tout ça pour vous dire que plus vous mettez d'argent dans le processeur, plus l'addition des autres composants sera salée. Avant de passer à la suite, il faut aussi savoir que chaque carte mère a un socket, c'est un emplacement destiné à accueillir le processeur, donc il faut être très vigilant à la compatibilité entre les deux quand on choisit son duo carte mère processeur. Ici on part du principe que vous allez choisir en premier votre processeur, du coup il faudra regarder dans sa fiche technique avec quel socket il est compatible pour pas se tromper lorsque vous prenez la carte mère et que les deux aillent bien ensemble. Pour ça je vous mets un petit tableau récapitulatif qui pourra vous aider. À présent, passons à ce qui va nous intéresser lorsque l'on achète un processeur. Pour commencer, parlons du nombre de cœurs. On entend souvent parler de la fréquence des processeurs, je vais aborder ce sujet juste après, mais il n'y a pas que ça qui compte. Il faut voir le nombre de cœurs comme le nombre de cuisiniers que l'on peut avoir dans une cuisine. Plus il y aura de cœurs sur votre processeur, plus l'ordinateur sera rapide et fluide quand il faudra faire du multitâche. Le multitâche, c'est par exemple faire tourner plusieurs logiciels en même temps. Vous pouvez aussi entendre parler de thread. La différence entre un thread et un cœur, c'est que le thread est virtuel. C'est un petit peu compliqué comme notion, mais c'est comme si un cœur était capable de faire plus de tâches à la fois. En image, ça signifierait qu'on aurait un cuisinier capable de faire plusieurs choses à la fois, mais rien ne vaut un nouveau cuisinier pour partager les tâches. Donc les threads c'est du bonus, mais les cœurs physiques sont bien mieux. Autrement dit, il faudra préférer plus de cœurs physiques à plus de threads. Pour vous donner un ordre d'idée et parler en chiffres, globalement 4 cœurs c'est un petit peu la base et ça suffit pour faire de la bureautique assez simple. À 6 cœurs, on peut faire du gaming et commencer le multitâche. Par contre, pour ceux qui veulent streamer, faire du montage très lourd ou faire de la 3D, il vaut mieux se diriger vers du 8 cœurs. Voilà pour ce qui est des cœurs, on va passer maintenant à la fréquence. Je fais juste une petite pause pour remercier tous les gentilles personnes qui prennent le temps de liker les vidéos et de s'abonner à la chaîne. C'est un tout petit geste, c'est gratuit, mais franchement vous m'aidez énormément en faisant ça, donc merci beaucoup. Les remerciements étant faits, je reviens sur ma fréquence, ne vous inquiétez pas. Alors, la fréquence, c'est un indicateur de puissance du processeur. Et comme je vous l'ai dit, elle est à combiner avec les cœurs. Parce que la fréquence entre en jeu quand vous avez une tâche à faire, donc ici, plus il y a de fréquence, mieux c'est. Par contre, de manière générale, si vous avez un petit peu moins de fréquence mais plus de cœurs, le processeur est plus efficace. Pour vous donner un exemple, un processeur de 4 cœurs avec une fréquence de 2,5 GHz va être plus performant qu'un processeur de 2 cœurs avec une
fréquence de 3 GHz. Alors quand je vous fais des comparaisons comme ça peut paraître un petit peu barbare avec tous ces chiffres et toutes ces unités, mais vous inquiétez pas, vous allez vite vous y faire, prenez le temps, pas de panique. Pour finir sur la fréquence, vous pouvez des fois entendre parler de turbo boost. Ce terme-là désigne des processeurs capables de monter leur fréquence de base lorsqu'ils détectent que c'est nécessaire. Par exemple, un processeur de 2,5 GHz avec boost possible jusqu'à 3 GHz, si vous faites du multitâche avec lui, il va rester à une fréquence de 2,5 GHz, et si vous vous concentrez sur une seule tâche et que l'ordinateur détecte qu'il est plus efficace de monter un petit peu la fréquence, il va monter jusqu'à 3 GHz. Ceci étant dit, c'est à peu près tout à propos de la fréquence. Maintenant, sur la fiche technique d'un processeur, vous pouvez aussi retrouver la mémoire cache. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un facteur un petit peu moins important. Globalement, chaque cœur du processeur est lié à une mémoire cache qui permet de stocker les données à court terme pour augmenter la vitesse des tâches effectuées régulièrement. Donc en fait, plus il y a de mémoire cache, mieux c'est. Mais encore une fois, c'est vraiment pas là-dessus qu'il faut vous focaliser, c'est un détail. La fréquence et le nombre de cœurs sont un facteur beaucoup plus important. C'est les deux facteurs majeurs à regarder. Enfin, dernier point que l'on va regarder lorsqu'on choisit un processeur, c'est la puce graphique. En effet, certains processeurs sont équipés de leur propre système graphique. Ces derniers sont censés pouvoir faire fonctionner un ordinateur qui ne fait pas de tâches lourdes sans carte graphique. Et j'insiste bien sur un ordinateur qui ne fait pas de tâches lourdes, parce que ces processeurs avec système graphique intégré, ils vont suffire pour faire de la bureautique et un petit peu de multimédia, mais ne comptez vraiment pas sur eux pour faire du gaming ou des tâches gourmandes. Ça ne sera pas possible, ce n'est pas prévu pour ça. Concernant ces puces graphiques intégrées, chez Intel, à part les sockets 2066 et les références finissant par F ou KF, tous les processeurs embarquent un petit système graphique. Encore une fois, pas de panique sur la nomenclature et sur les références, je vous explique tout ça juste après. Mais là, c'était nécessaire que je vous cite ça pour que vous puissiez comprendre et revenir dessus, pourquoi pas après, une fois que vous connaissez les références. Chez AMD, les APU Athlon et références finissant en G sont équipés de leur système Radeon, qui est un système graphique intégré, connu pour être un petit peu plus efficace qu'Intel. Attention avec cette information, c'est pas parce que je dis que c'est plus efficace que chez Intel qu'on va pouvoir faire des grosses tâches avec, là aussi ça reste du basique. Maintenant qu'on a parlé des points clés à regarder pour comparer les processeurs, nous allons essayer de comprendre la nomenclature de ces derniers chez Intel et chez AMD. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, AMD c'est plus le bon rapport qualité-prix. C'est un peu moins cher qu'Intel et Intel c'est vraiment plus le gage de qualité, c'est un petit peu plus haut de gamme. Et alors pas de panique, c'est vrai que quand on n'y connaît absolument rien, à première vue les noms des processeurs c'est du chinois, mais heureusement il y a une certaine logique, les constructeurs ne donnent pas ces noms-là par hasard. Vous allez voir que Intel et AMD ont leurs petites spécifications, donc on ne peut pas vraiment faire de généralité, c'est pour ça qu'après je vais vous détailler les deux principes d'appellation des processeurs, mais sinon globalement que ce soit AMD ou Intel, on retrouve à peu près une logique similaire. Souvent le nom va être constitué de 3 ou 4 blocs. D'abord on va avoir la marque Ryzen de chez AMD ou i chez Intel, ensuite on aura la famille des processeurs, suivi de la gamme, et enfin on aura la référence du modèle. Les informations que je vous donne, il y en a beaucoup, c'est assez dur à assimiler, mais la vidéo est disponible quand vous voulez, je vous invite aussi à faire retour arrière pour mieux comprendre et mieux assimiler les informations. En tout cas, bon courage, mais vous verrez qu'une fois que c'est intégré, c'est vraiment pas compliqué. Notamment quand on connaît la hiérarchie des familles, je vais vous l'expliquer après, c'est assez simple de comprendre les premiers blocs. En revanche, c'est la dernière combinaison de chiffres et de lettres qui est un peu plus difficile à déchiffrer, et pourtant c'est celle qui comporte le plus d'informations. Vous allez pouvoir reconnaître la génération, le positionnement dans la gamme, la puissance de calcul, le profil énergétique, et enfin s'il y a un système graphique embarqué ou non, comme je viens de vous le dire dans la partie des puces graphiques intégrées au processeur. Alors quand on n'a pas de connaissances, on pourrait croire que plus il y a de chiffres dans la référence et plus les performances sont hautes, mais il faut faire attention, c'est faux. C'est pour ça que je vais vous détailler les deux nomenclatures en fonction de AMD ou de Intel. On va d'abord commencer par AMD. Je vais vous afficher un tableau pour que vous puissiez mieux comprendre, mais globalement la famille Athlon c'est vraiment le bas de gamme. Ensuite, juste au-dessus, on va avoir les séries A qui représentent le milieu de gamme, et enfin les plus efficaces sont les processeurs nommés Ryzen suivis d'une référence. À l'intérieur de ces grandes catégories, on va retrouver des sous-catégories. Pour les Athlon, la catégorie X4 représente le plus bas. Ensuite, on a Silver et au sommet Gold. Concernant les séries A, dans l'ordre du moins puissant au plus puissant, on va avoir A4, A6, A8,
A10 et A12. Et pour les séries Ryzen, les Ryzen 3 ça sera l'entrée de gamme, les Ryzen 5 ce sera le milieu de gamme et les Ryzen 7 le haut de gamme. Les Ryzen 9 c'est du très haut de gamme et pour les processeurs nommés Threadripper ça va être pour l'utilisation professionnelle, c'est vraiment des machines de guerre. Maintenant on va prendre un exemple de nomenclature et je vais vous le décortiquer pour que vous puissiez comprendre quoi correspond à quoi. Si on prend l'exemple du Ryzen 7 5800U, le Ryzen correspond à la famille, le 7 correspond à la gamme, le 5 correspond à la génération, en sachant que la plus récente c'est la génération 6, donc là on a un processeur relativement récent, et le 800 correspond à l'évolution dans la gamme. Le U quant à lui va donner des informations sur le profil énergétique. Alors pour ça il faut vous fier à un tableau que je vous mets à l'écran parce qu'il y a vraiment beaucoup de lettres pour beaucoup de significations différentes, que ce soit chez AMD ou chez Intel, mais à force vous allez voir, vous allez les connaître. On a à peu près fait le tour chez AMD, on passe maintenant aux spécificités d'Intel. Vous allez voir qu'on va retrouver ce schéma en bloc, comme je vous l'avais précisé, mais avec quelques petites différences et quelques subtilités. Ici, au niveau des noms de famille chez Intel, les atomes vont être utiles pour faire les tâches vraiment basiques, c'est le plus bas de gamme. Ensuite, juste au-dessus, on va avoir les célérons. À l'intérieur de ces célérons, du plus faible au plus efficace, on va avoir N, J et G. En gamme au-dessus du céléron, on va avoir les gammes Pentium, avec toujours pareil, N, J et G. Juste au-dessus du G, on aura le Silver, et au-dessus du Silver, on aura le Gold. Avec les Pentium, on commence à être sûr de l'entrée de gamme, mais c'est toujours pas le plus efficace. Au-dessus, pour les meilleures familles, on va retrouver la famille Core. C'est un petit peu comme les Ryzen de chez AMD, ce sont leurs concurrents directs. Les i3 correspondent à l'entrée de gamme, les i5 correspondent au milieu de gamme, les i7 c'est du haut de gamme, et les i9 c'est du très haut de gamme. Ici aussi, je vais vous prendre un exemple avec le i5 1135 G7. Le i5, c'est à l'intérieur de la famille Core, qui est la meilleure famille de chez Intel. Et le i5, c'est du milieu de gamme. Donc juste en dessous, comme je vous l'ai dit, on a le i3. Au-dessus, on a le i7 et le i9. Le 11 correspond à la génération, en sachant que la dernière, c'est la 12e chez Intel. Donc encore une fois, ici, on a un processeur relativement récent. Le chiffre 3 correspond à la position dans la génération. Il y a quelques petites subtilités concernant la génération, mais sinon ça va de 1 à 8 généralement. Le chiffre 5 lui correspond à l'évolution dans la génération, autrement dit des sortes de mises à jour des générations. Et enfin le G7 correspond là aussi au profil énergétique. Pareil, il faut suivre le tableau pour bien comprendre, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme chez Ryzen, il y a différentes significations pour différentes combinaisons de chiffres et de lettres. Mais encore une fois, à force de manipuler, de les regarder, de comparer les fiches techniques, ça va rentrer, il n'y a pas de souci, vous allez les mémoriser au fur et à mesure. Maintenant que je vous ai expliqué comment déchiffrer le nom des différents processeurs, je dois vous dire qu'il faut être très vigilant avec ça, car le nom ne fait pas tout, il ne faut absolument pas se fier qu'à ça. Je m'explique, ce n'est pas parce qu'un modèle est le plus récent qu'il sera forcément le plus performant. Là c'est un petit peu comme tous les produits en général, ce n'est pas forcément la dernière version qui est la meilleure. Certaines nouveautés peuvent avoir un impact négatif sur certaines choses. Pour ça vous avez une solution, il va falloir se fier aux benchmarks des processeurs. Vous pouvez retrouver les benchmarks de n'importe quel processeur sur internet, il y a des sites pour ça. Et là c'est le moment où vous allez me dire mais c'est quoi les benchmarks? Et ben en gros les benchmarks ce sont des tests que l'on va faire passer au processeur. Je vous rassure, c'est automatique, il y a des logiciels pour ça, vous avez rien à faire, ce sont les ordis qui testent automatiquement leur processeur. Et en fonction des résultats à ces tests, on va attribuer un score au processeur. Plus le score est élevé, mieux c'est. Et enfin, en plus de ces benchmarks, il faudra aussi comparer encore et toujours en fonction de votre utilisation. Donc, je récapitule rapidement, je fais une grande conclusion. Pour choisir un processeur, regardez sa fiche technique et son nom en faisant attention aux éléments précis que j'ai listés. Mais le nom et les détails ne font pas tout, il faut aussi regarder les benchmarks et votre utilisation. Normalement, avec ça, vous avez les clés pour ne pas vous faire avoir et choisir le meilleur processeur au meilleur prix en fonction de votre utilisation. Ça a été assez difficile de traiter le sujet des processeurs dans sa totalité sans s'éparpiller et rentrer trop dans les détails. Normalement là, on a fait le tour, j'espère vous avoir aidé. Si vous avez des points d'incompréhension, n'hésitez pas, encore une fois les commentaires c'est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur l'informatique.